Bon, bien. Bonjour. Bienvenue à tous. Il reste quelques secondes avant qu'il soit midi. Je vais vous laisser le temps d'arriver un petit peu. Et voilà. Donc, je me présente. Je m'appelle Catherine Laure. Je suis responsable du sous-comité développement de compétences et littératie numérique des usagers de l'Axe TIC et Santé, issu du réseau de recherche en santé des populations du Québec, mieux connu sous le nom de RRSPQ. Je suis consultante scientifique, présidente et cofondatrice d'Immerscience, un organisme qui fait de la curation scientifique. Je vous souhaite donc bienvenue à ce webinaire intitulé, évidemment, « Le télétravail et ses frontières ». C'est organisé par les axes TIC et santé mentale du réseau du RRSPQ, en collaboration avec le réseau Calaxia. Il s'agit donc du deuxième webinaire d'une série de 3 dédiés à l'usage des TIC en période de COVID-19. Donc, avant de débuter, des petits points techniques. Je vous informe donc que cette séance est enregistrée et sera par la suite disponible sur YouTube, sur la chaîne du réseau TIC et Santé. Nous sommes également en direct sur la page Facebook de l'Axe TIC et Santé, sur, si je ne me trompe pas, le réseau Calaxia aussi et la page d'Immerscience. Nos conférencières aujourd'hui, je vous invite à me rejoindre, sont Ariane Ollier-Malata, professeure à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Bonjour. Bonjour. Annie Foucreau, psychologue organisationnelle chez DTEC et au sein du laboratoire Le Répit de l'UQAM. Bonjour. Et Madame Isabelle Tremblay, psychologue organisationnelle et spécialiste en développement organisationnel et en ressources humaines. Bonjour. Bonjour. J'assumerai donc l'animation de ce webinaire. À la suite des présentations, ça sera à votre tour. Nous aurons donc une période de questions et d'échanges. Et je vous invite à écrire dès maintenant ou tout au long du webinaire vos questions pour nos conférencières dans le module questions et réponses situé en bas de votre écran. Vous pouvez aussi converser avec ma collègue Denise, coordonnatrice de l'Axe santé mentale, qui se fera un plaisir de vous assister si vous avez des questions techniques. Enfin, je vous informe que vous recevrez dans les prochains jours un courriel pour l'évaluation de ce webinaire. C'est toujours très utile pour nous à savoir si ça répond à votre besoin, si on a fait ça comme il faut ou si on pourrait s'améliorer. Donc, n'hésitez pas à nous évaluer, ça fait partie de la beauté de la chose. Donc, démarrons ce webinaire sans plus tarder avec moi-même, qui va vous expliquer pourquoi on parle de télétravail et de frontières aujourd'hui. Annie Foucreau et moi, on est des collègues, on est des amis et Annie m'a contactée en mars pour discuter de tout ce qui était en train de se passer sur notre belle planète et en lien avec le monde du travail. Elle avait envie qu'on fasse parler les données probantes afin d'outiller les employés et les employeurs dans le long marathon qui s'annonçait devant nous. Je vous rappelle, on est en mars, on n'a aucune idée encore de ce qui va nous arriver et de ce qui nous attend. Par contre, on est bien consciente que ça va être un marathon et que pas tout le monde est prêt à faire ce marathon-là. Nous avons donc réfléchi ensemble au fil des semaines en regardant évoluer le phénomène autour de nous. Nous sommes très reconnaissantes au réseau TIC et Santé de nous offrir cette vitrine afin de discuter avec vous et des experts dans le domaine sur ce qui n'est plus un marathon, comme nous le pensions au départ, mais bien un nouveau rythme de croisière. Plusieurs d'entre nous ont été propulsés dans le monde du télétravail au cours des dernières semaines. Selon les nettes tendances toutes fraîches du CFRIO, il a été estimé que 63% des télétravailleurs du Québec faisaient du télétravail, dont le 3/4 était à temps plein et l'autre quart était à temps partiel à la maison en avril. Donc, ça fait beaucoup de gens, ça fait beaucoup de Zoom, puis ça fait beaucoup de fatigue intellectuelle. On va parler de tout ça et ça fait beaucoup de jonglage avec les frontières entre le travail et la vie personnelle. Donc, on a été plusieurs à adopter le pyjama comme nouvel habit de travail. On en parlera justement, si c'est vraiment du travail en pyjama, le télétravail. Si on le fait pendant les premières semaines et qu'on se rend compte que finalement, ce n'est pas super efficace. Tout ça va être abordé aujourd'hui. Moi, je suis une télétravailleuse aguerrie. Depuis les 5 dernières années, du moins, j'en ai fait mon modèle d'affaires. J'en ai fait aussi pendant que j'étais étudiante au doctorat. Il y en a eu, ça change la vie.
c'est quelque chose que moi je trouve qui est un havre de productivité, mais je dois vous avouer, chers télétravailleurs qui nous écoutons, que j'ai très très hâte que vous retourniez au bureau parce que les Zoom Meet et compagnie, ça a changé ma vie de télétravailleuse. Donc, même si j'y étais habituée, le confinement a été quelque chose de très particulier. J'ai eu plein de nouveaux collègues, que ce soit mes enfants, mon mari ou ceux des autres. On va tout parler de ça. Donc, beaucoup à dire. On ne prétend pas traiter de tout ce qui touche au télétravail. C'est un sujet de l'heure. La discussion d'aujourd'hui souhaite s'attarder sur les frontières entre le travail et la vie personnelle afin d'offrir des clés de compréhension et de réflexion qui, nous l'espérons, permettra de faciliter la continuation de cette transformation tant pour les employés que pour les employeurs. Donc, on va essayer de prendre un petit peu de recul. On va faire une synthèse, on va se dire quand, pour qui, c'est quoi les avantages, c'est quoi les conditions favorables, quelles sont les retombées sur le bien-être des individus et des organisations. Alors, c'était la mise en contexte. On a une petite question pour vous. Évidemment, vous écoutez un webinaire sur le télétravail, donc on s'imagine que vous avez un certain intérêt pour le sujet. Avez-vous été en télétravail pendant la pandémie? Simple oui ou non, juste pour voir si c'est une réalité qui vous touche de près. C'est le moment de répondre. Et pendant que vous répondez, vous pouvez cliquer sur oui ou non si vous avez été en télétravail pendant la pandémie. Et je vous fais part du plan en attendant de voir le pourcentage de gens qui ont été en télétravail dans les derniers mois. Donc, une première partie de ce webinaire est dédiée au télétravail en temps normal et en confinement. Ensuite, on va se questionner sur comment préserver nos énergies, comment gérer ces fameuses frontières entre le travail et la vie personnelle. On va s'interroger, c'est pour qui le télétravail? Est-ce qu'il y a des variables de personnalité qui font qu'il y en a qui sont plus à l'aise, plus efficaces? Et ensuite, on va parler de la fameuse image que nous projetons dans ce fameux monde virtuel qu'est le télétravail. Est-ce important? Et on va faire une brève conclusion pour vous laisser la parole afin que vous puissiez nous poser vos questions. Donc, est-ce qu'on a une réponse à cette fameuse question? Denise, parle-moi. Oui, en fait, 92% des participants ont répondu oui et 8% non. Donc, 10 personnes ne sont pas en télétravail et 121 sont en télétravail. Excellent. Donc, vous avez pu voir aussi l'ampleur du succès de ce webinaire. Vous êtes énormément à nous écouter. Merci d'être là. Je sais qu'il y a plusieurs fuseaux horaires aussi. Donc, on va jongler justement avec ces fameuses frontières. Il y en a qui sont en train de dîner, il y en a qui sont en train de souper, ou il y en a qui dînent en France. Bref, c'est parti. Télétravail en temps normal et en confinement, c'est une partie qui sera discutée avec Mme Ollier-Malater. À vous la parole. Oui, merci Catherine et puis merci pour cette invitation, merci à l'organisation. Je pense que c'est très important de bien distinguer le télétravail en temps normal, sur lequel il y a beaucoup de recherches, que je vais essayer de résumer rapidement, et le télétravail qu'on vit en ce moment, qui est un télétravail qu'on appelle forcé, en confinement, avec enfants et conjoints à la maison. C'est vraiment deux réalités différentes. Pourquoi c'est important de le rappeler? C'est parce que le télétravail en temps normal est extrêmement bénéfique. Donc, je voudrais rassurer les gens qui, peut-être en ce moment, vivent des choses difficiles parce que le confinement, c'est quand même pas la panacée pour tout le monde. Donc, il y a des difficultés. On observe des difficultés de santé mentale aussi. On va en parler plus avant. Mais de meilleures conditions en rythme de croisière pour le télétravail reviendront. Et c'est pour ça que je voudrais rassurer les gens qui ont goûté, qui ont eu ce goût et qui voudraient continuer. Je voudrais rassurer les gestionnaires, les employeurs sur le fait qu'il y a quand même d'énormes bénéfices. Donc, vous l'avez mentionné, Catherine, normalement, le télétravail, ça favorise la productivité. Pourquoi? Parce qu'on est chez soi, on peut être concentré et on n'est pas interrompu tout le temps comme au bureau.
Donc, c'est très important en temps de confinement de ne surtout pas faire un copier-coller du mode normal au bureau. C'est-à-dire qu'on ne transfère pas la réunionite, donc la manie de faire des réunions tout le temps pour un oui, pour un non est très longue. Il ne faut surtout pas transférer ça en Zoomite. Voilà, par pitié, le télétravail est productif justement parce qu'on peut se concentrer et ne pas être en chat ou en Zoom tout le temps. Ça, c'est important. Deuxièmement, le télétravail, c'est un levier extraordinaire de motivation et de fidélisation des employés. Parce que normalement, le télétravail, c'est une marque de confiance. Voilà, je vous dis, Catherine, je vous fais confiance, vous travaillez à la maison, je sais que vous allez faire ça bien. Donc vous êtes reconnaissante du fait que, oh mon Dieu, mon gestionnaire sait que je vais bien travailler, je suis capable, donc ça va bien marcher. Je le redis parce que en ce moment, on voit des logiciels de télésurveillance qui commencent à faire apparition, à se développer. Donc, des employeurs qui utilisent des caméras pour filmer les gens chez eux, qui utilisent des logiciels pour voir à quelle vitesse vous tapez sur le clavier ou quel site vous consultez, combien de temps, etc. On sait depuis 100 ans de recherche que ce qui favorise la motivation, c'est la confiance et l'autonomie. Voilà, donc il faut quand même appliquer ça, même en temps de confinement. J'espère que là, c'est un message important. Ah oui. Le télétravail, normalement, c'est aussi ce qui permet de donner la flexibilité aux gens de s'organiser et de concilier vie personnelle et vie professionnelle. Donc, si vous avez par exemple un rendez-vous médical à prendre à 11h du matin, ce n'est pas un drame parce que vous pouvez travailler un petit peu plus tôt ou un petit peu plus tard et prendre ce rendez-vous. Ça fait une différence énorme dans la vie des gens. Et puis, le télétravail, ça diminue la fatigue, encore une fois en temps normal, parce que vous n'avez pas de temps de transport, parce que vous pouvez vous concentrer, si vous êtes dans un environnement sonore tranquille, en temps normal. Voilà. Donc, vous aurez compris qu'on n'est pas dans des situations idéales aujourd'hui. Ce que la recherche préconise normalement, c'est qu'on télétravaille 2 à 3 jours semaine, pas tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'en télétravail, on peut se sentir isolé, on perd le lien avec les collègues, on perd tout ce qui est information informelle qu'on partage dans les couloirs, dans les salles de bain, à la machine à café. Donc, c'est bien d'avoir un équilibre entre 2-3 jours semaine où on peut se concentrer tranquillement, avancer des dossiers, et puis 2-3 jours semaine où on peut échanger avec des collègues. Aussi, le télétravail, c'est bien parce qu'on peut se concentrer à la maison. Oui, vous comprenez qu'en temps de confinement, évidemment, avec les conjoints, le chien, les enfants à la maison, faire l'école à la maison, on n'est encore une fois pas dans des conditions idéales. Le télétravail, c'est bien si l'employé est autonome, s'il est compétent, bien formé, par exemple, pas pour un débutant ou pas pour quelqu'un qui commence sur de nouvelles tâches, qui a besoin d'être très dirigé. Ça convient aussi à certains types de personnalités. Annie va en parler. En contexte de pandémie, c'est tout le monde et en plus sans préparation parce que dans des conditions habituelles, on se prépare avec les gestionnaires, on fait des pilotes, c'est-à-dire des tests, on regarde si ça fonctionne le télétravail, par exemple, on se donne un mois, et puis on fait un bilan, ça fonctionne très bien, on continue, ça ne fonctionne pas, on revoit les modalités. On n'a pas pu faire tout ça en contexte de pandémie, on est passé le 13 mars au Québec et puis je crois le 15 en France, très rapidement comme ça au télétravail forcé. Voilà. De plus, en ce moment, on a quand même un climat particulièrement anxiogène. Pour certains, on a des proches à l'hôpital où on voit passer, ne serait-ce que dans les médias, des choses qui ne sont quand même pas toujours très gaies et très rassurantes. Donc, il a été noté qu'il y a une certaine charge mentale. C'est difficile de se concentrer, difficile de trouver l'énergie, difficile de se motiver. Il faut porter attention à sa santé mentale. Donc, ce que je voudrais dire pour conclure sur ce point, c'est que particulièrement en ce moment, il est important que les gestionnaires fassent preuve de bienveillance vis-à-vis des employés parce que tout le monde ne peut pas être à 100% en ce moment en termes de temps et en termes d'énergie et de productivité. Donc, c'est important d'avoir des attentes réalistes et de prioriser ce que vous demandez aux équipes. L'être humain a une limite dans ses ressources, tout à fait. Puis, il y a beaucoup de ressources là, qui sont attribuées justement à gérer tout ce stress qui est à géométrie variable, dépendamment de comment on est affecté, justement. Est-ce qu'on a des gens malades? Est-ce que le confinement est difficile à gérer à la maison? Est-ce que
Est-ce qu'on est quelqu'un d'anxieux? Et la situation aussi est remplie d'incertitudes et de manque de contrôle parce qu'on ne connaît pas encore bien ce virus-là, donc on ne sait pas encore comment s'adapter. Donc, chaque journée est un défi. Ce qui nous épuise, mais aussi, il y a peut-être aussi d'autres choses qui nous épuisent et qui sont peut-être en lien avec qu'est-ce que c'est que le télétravail, justement. Donc, même si on est en pyjama et qu'on essaie d'économiser nos énergies en n'étant pas en transport et tout ça, comme vous avez nommé, il semble y avoir quelque chose de particulier avec le télétravail. Donc, est-ce que, Isabelle, c'est moi ou mes journées sont plus épuisantes que d'habitude, même si je suis en télétravail? Non, Catherine, c'est pas vous. En fait, il y a effectivement des éléments qui sont inhérents au télétravail qui peuvent nous épuiser davantage, notamment les outils qu'on utilise, la méthode de travail qu'on adopte et nos émotions. Au niveau des outils qu'on utilise, on pourrait parler de toutes les plateformes collaboratives qui ont été mises en place pour faciliter le télétravail. Je propose surtout de me concentrer sur la visioconférence parce que c'est un moyen qu'on utilise beaucoup. On l'utilise présentement. Ça nous aide en fait à rester connectés. Ça nous aide à prendre le pouls avec nos équipes, avec nos employés pour voir comment les choses se passent, mais ça vient avec ses limites. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'on débute tous notre journée avec un niveau de ressources attentionnelles qui est limité et plus la journée avance, plus notre attention diminue. Exactement. La visioconférence, en fait, ça vient gruger dans nos ressources attentionnelles pour plusieurs raisons. En fait, notre cerveau cherche à traiter de l'information qui provient simultanément de plusieurs visages et c'est fastidieux d'essayer d'interpréter les indices non-verbaux d'un seul visage. Donc, allez imaginer 5 à 6 personnes au minimum sur les différents appels. Ça ne reflète pas non plus la réalité du présentiel. Donc, en présentiel, normalement, dans une rencontre, je vais porter attention davantage à la personne qui parle. Je vais peut-être balayer un peu mon regard sur la salle. Je vais utiliser ma vision périphérique pour regarder mes collègues. En visioconférence, je vais être bombardée d'une tonne d'informations et de simulations en même temps. Donc, mon cerveau le fait de manière automatique. Il cherche à décoder ce qu'il voit et ça nous épuise tout simplement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça vient aussi avec des avantages. Donc, comme je le disais, ça nous permet de connecter, ça nous permet de se sentir moins isolés. C'est donc important de trouver des bonnes stratégies pour maximiser le bénéfice de ces outils-là et limiter leur effet néfaste. Donc, une des choses qui est sous notre contrôle, sous le contrôle des employés, c'est de proposer à notre gestionnaire et à notre équipe des règles d'équipe. Par exemple, ce que j'ai vu qui marchait bien, c'était de se donner une règle d'équipe où on ferme la caméra lorsqu'un support visuel est présenté. Donc, on va fermer notre caméra après avoir fait l'introduction, avoir fait un tour de table où on a eu l'opportunité de connecter. Mais une fois que ça s'est terminé et qu'on présente un document sur lequel tout le monde va porter son attention, on éteint les caméras juste pour limiter le flux d'informations qui nous parvient puis se donner un peu de sursis. On essaie également d'éviter les journées qui sont pleines de visioconférences et où on risque de s'épuiser encore plus. Le fait de se donner une règle d'équipe, tout ce que ça fait, en fait, c'est que ça nous permet de peut-être éviter les malentendus. Les gens qui ferment naturellement leur caméra, des fois, on peut se poser la question, est-ce qu'ils sont vraiment attentifs? Est-ce qu'ils sont vraiment présents? Le fait de se donner une règle d'équipe, c'est qu'on vient enrayer la possibilité de malentendus et on se donne tous le droit de le faire. On revient sur la confiance. Exactement. Donc, on limite les malentendus à ce niveau-là. Un autre élément qui peut engendrer un peu plus de fatigue, c'est notre méthode de travail. On le fait en temps normal, mais le multitâche est une méthode qui peut nous épuiser puis vraiment venir limiter nos ressources attentionnelles. En fait, le multitâche, ça demande d'activer et d'éteindre différentes parties de notre cerveau à chaque fois qu'on change de tâche. Le passage d'une tâche à l'autre, on peut nous coûter jusqu'à 40% en fait de temps de productivité et ça peut prendre jusqu'à 15 minutes avant de pouvoir se replonger dans une tâche et avoir le même niveau de concentration. Avec la visioconférence, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une explosion de gens qui ont différentes tables ouvertes en même temps et qui font différentes choses en même temps. On se sent peut-être un petit peu moins mal qu'en rencontre de répondre à des courriels simultanément. Je serais même curieuse de savoir combien de personnes ont actuellement une ou deux pages Internet d'ouvertes et font d'autres choses en même temps qu'ils écoutent la conférence. En fait, on se dit tous qu'on est capable d'écouter attentivement, de répondre à un courriel, de répondre à un enfant qui vient nous poser une question et ça dans un laps de temps d'1 minute. On surestime beaucoup nos capacités attentionnelles et ça nous épuise. Donc, en contexte actuel, ce qu'il faut considérer, c'est comme
le mentionnait Mme Ollier-Maliette, on a des interruptions qui sont plus fréquentes en plus et qui sont extérieures. Donc, surtout pour les parents, pensez par exemple à un enfant qui vient zigzaguer autour de votre ordinateur, c'est sûr que ça va vous faire perdre votre concentration. Donc, si on ne peut pas limiter les interruptions extérieures, bien, on peut peut-être travailler pour limiter les interruptions dues aux mauvaises habitudes de multitâches et davantage séquencer nos tâches pour vraiment se donner une chance et être un peu moins fatigué à la fin de la journée. Le dernier élément qui peut créer de la fatigue, comme vous le mentionnez, en fait, c'est lié plus à nos émotions. Donc oui, on vit une panoplie d'émotions en ce moment. Il y a des gens pour qui c'est plus difficile et on voit que ça peut nous impacter. En télétravail, nos échanges sont plus limités avec nos collègues et on peut être porté à vouloir maximiser la qualité du contact. Ça peut nous inciter à démontrer plus d'émotions positives, à démontrer plus de chaleur en visioconférence. Ça peut nous inciter à feindre des émotions positives même lorsqu'on ne les ressent pas. Donc, même si je me sens plus morose, même si j'ai un peu plus de tristesse ou plus de colère, je peux avoir tendance à montrer plus d'émotions positives. Par exemple, si j'ai une collègue qui est en train de présenter son projet, puis je veux m'assurer qu'elle sente que je suis derrière elle, je vais peut-être afficher un grand sourire, hocher vivement de la tête pour qu'elle sente mon appui. Mais ça se peut que cette journée-là, je vive une journée qui est beaucoup plus difficile pour moi. Le fait de supprimer ou de simuler des émotions, ce que la recherche nous dit, c'est que ça vient avec un coût important pour la personne. En fait, ça va affecter notre niveau d'énergie, ça va réduire nos ressources attentionnelles. Habituellement, ça engendre plus d'affects négatifs et ça va augmenter notre niveau de stress perçu. Donc, même si on a tendance à le faire en face à face, c'est exacerbé par la visioconférence parce qu'on se voit tout le temps. Donc, on est capable de se monitorer. On n'est peut-être pas habitué de se voir neutre. Les gens, nos collègues, nous voient dans une rencontre, après 5 minutes, le sourire tombe, puis tout le monde a un visage un peu plus au repos. Nous, quand on se voit, on est peut-être choqués de ce visage-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des éléments qui sont sous notre contrôle comme employé. Bien, on doit d'abord se donner le droit d'avoir un visage qui est plus neutre dans la visioconférence, pas toujours avoir un grand sourire, c'est correct. Je connais peu de personnes qui, dans une rencontre en présentiel, gardent un sourire durant toute l'heure lorsqu'on présente des états financiers. Là, habituellement, ça devient assez neutre vite. Donc, il faut se donner ce droit-là. Également, toute l'importance de la mise en place des règles d'équipe, de fermer, par exemple, notre caméra lorsqu'on a un support visuel, bien, ça nous donne également une pause. Donc, ça nous permet de limiter le travail émotionnel qui vient avec le fait de se monitorer constamment. Comme gestionnaire, également, ce que vous pouvez faire, c'est prendre le pouls de votre équipe. Ce que je suggère souvent, c'est d'avoir une diapositive en début de rencontre avec une panoplie d'émojis qui démontrent toutes les possibilités d'émotions, de demander aux gens avec quoi ils arrivent dans la rencontre. Donc, si j'ai quelqu'un qui arrive et qui a une situation très difficile le matin et qui n'est vraiment pas de bonne humeur, bien, je vais savoir que durant la rencontre, il ne me fait pas la baboune parce qu'il n'est pas content de ce que je présente, mais c'est surtout parce qu'il arrive avec un état d'esprit. Donc, comme gestionnaire, je peux venir normaliser la façon dont les gens rentrent en rencontre et pour moi, ça me donne de l'information qui est hyper riche et précieuse et je ne leur demande pas de mettre un masque, ce qui pourrait les rendre encore plus stressés, encore plus fatigués. Ceci dit, gérer ses émotions, gérer ses énergies, c'est plus que juste de réduire l'effet de fatigue. Je voulais justement qu'on parle peut-être de remplir son réservoir, donc de s'assurer de faire attention à soi et de faire attention à ses collègues. Donc, comment est-ce qu'on peut s'assurer de prendre soin les uns des autres dans cette situation-là? Il y a une stratégie qui est assez simple à mettre en place et qui fait écho à ce qu'on connaît du télétravail. En fait, en télétravail, on remarque qu'on peut manquer assez fréquemment de feedback ou de reconnaissance. On peut avoir tendance à oublier de souligner les bons coups de nos collègues parce qu'ils sont loin des yeux, loin du cœur. Donc, on n'y pense pas et on ne prend pas toujours le temps de le faire. Pourtant, on sait que la reconnaissance, ça nous permet de comprendre ce qui est valorisé chez nous, de comprendre comment on collabore, contribue à l'équipe. Donc, ça nous permet vraiment de mettre en phase sur nos compétences. Donc, ce que je vous incite à faire, c'est davantage de souligner les bons coups de vos collègues. Ce que ça va faire, c'est prendre soin justement de remplir leur réservoir. Puis parce que les humains, on a un biais de réciprocité, les compliments vont probablement revenir également et vous allez également recevoir davantage de feedback. Donc, c'est une des façons pour prendre soin les uns des autres, en fait, dans cette période qui est un petit peu plus fatigante. Donc, pour conclure, c'est pas juste de faire attention à ce qui nous fatigue, mais également de remplir nos réservoirs d'énergie. Isabelle, merci beaucoup. Vraiment, je me doutais de ce que tu allais dire, mais j'ai vraiment appris. C'est super. Sachez qu'on essaye de mettre en pratique déjà les conseils d'Isabelle. C'est pour ça que vous ne voyez pas tous.
Et c'est pour ça aussi que je reste en ligne pour pas que nos conférencières soient juste en effet miroir. Donc, vous me voyez beaucoup hocher la tête et tout ça. C'est juste un petit peu pour donner du caractère humain à ce webinaire pour nos conférencières, entre autres. Inquiétez-vous pas pour ma santé mentale, je vais me reposer après parce qu'effectivement, se voir comme ça pendant 1 heure, c'est épuisant et ça m'explique énormément, moi, pendant pourquoi faire 4 heures de Zoom en restant connecté à mon émotion. Et effectivement, moi, j'ai tendance à beaucoup sourire, puis ça m'explique vraiment beaucoup, en tout cas, personnellement, pourquoi je ressentais plus de fatigue. Donc, vraiment, merci beaucoup, Mme Tremblay. Ça me fait plaisir. Donc, si vous avez des questions pour Mme Tremblay, je vous invite à les poser, puisqu'on va passer à une autre partie, une autre partie de notre webinaire, excusez-moi, je patine, qui s'appelle Gérer les frontières et Gérer les frontières, travail-vie personnelle. Donc, je vais inviter Mme Oli Malater à nous expliquer pourquoi on devrait établir des frontières et comment le faire. Pourquoi c'est important et qu'est-ce que c'est en fait ces fameuses frontières? Merci. Merci Catherine. Et puis ça va me permettre de répondre à notre première question. Là, j'ai vu une question de Ernesto Rodriguez qui dit quand on est en télétravail, en fait, on travaille tout le temps, c'est bénéfique pour l'employeur. Alors comment est-ce qu'on fait pour trouver un équilibre? C'est une question extrêmement pertinente. C'est bien pour ça que je vous disais que le télétravail est bénéfique, parce que le risque, il est plus pour l'employé que pour l'employeur en télétravail. Donc, c'est très important de recréer des frontières, c'est-à-dire d'arriver à reséparer un temps de travail, un moment, un lieu où on travaille, et puis un temps où on peut faire autre chose. Parce que si on ne le fait pas, on est finalement en risque de se retrouver tout le temps à éprouver de la culpabilité. Parce que si je peux travailler, si je suis équipée pour travailler chez moi, finalement, je pourrais travailler tout le temps, y compris le soir, y compris aller vérifier le dernier courriel, y compris m'avancer un petit peu à la fin de semaine. Voilà. Donc, comment, dans ces conditions-là, est-ce que je peux me détacher du travail? On sait que le détachement psychologique du travail, c'est extrêmement important. Comment est-ce que je peux me ressourcer et trouver du temps pour prendre soin de moi et prendre soin de mes proches? On est dans un contexte de pandémie et si tout le monde dans votre maison a le moral tout le temps au beau fixe, vous avez bien de la chance. Moi, j'ai des adolescentes à la maison, d'autres ont des petits-enfants, d'autres des parents âgés. C'est important en ce moment qu'on ait du temps et de l'énergie pour prendre soin du moral de nos proches. Voilà. Et puis du sien, parce qu'en général, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, pour pouvoir évacuer la culpabilité et trouver un équilibre, comme demande Ernesto Rodriguez, il faut qu'on rétablisse des séparations. Certains d'entre nous, on est très doués pour ça. On appelle ça les gens qui sont des séparateurs, des segmenteurs. Et puis d'autres, on préfère intégrer vie personnelle et vie professionnelle. Mais pour tout le monde, en ce moment, en contexte de confinement, moi je dis qu'il faudrait gérer des frontières dans le temps, dans l'espace, relationnel et psychologique. Alors, dans le temps, déjà, ça peut paraître un peu rigide, mais je vous assure qu'il y a un bénéfice aux règles. Ce que la recherche recommande, c'est de s'établir un horaire. Ce que je fais personnellement, ce n'est pas le mieux pour tout le monde, mais ce que je fais personnellement, c'est que je prends les horaires normaux de bureau. Donc, on commence à la même heure le matin, on finit à la même heure le soir et on essaye de ne pas travailler en fin de semaine. Pour d'autres personnes, vous pouvez utiliser le télétravail pour l'adapter à vos préférences personnelles. Certains sont plus efficaces le matin, certains sont plus efficaces le soir. C'est un des grands bénéfices du télétravail que vous pouvez adopter. Mais faites-vous un horaire. Voici mes heures de travail. Voici mes heures où je peux faire autre chose. Je me donne la permission de faire autre chose. C'est vraiment important. L'autre question, elle est spatiale, donc physique. Où est-ce que je travaille ? Ça vous aide psychologiquement d'avoir un espace où vous télétravaillez et le reste de la maison, le reste du logement, c'est pour les autres activités de la vie. Alors, si vous avez de la chance et que vous avez un grand logement, vous avez une pièce fermée ou alors vous avez des rideaux. Moi, j'ai fait installer des rideaux chez moi pour m'isoler visuellement. Si vous n'avez pas cette chance-là, au moins ayez un bureau, par exemple, sur lequel, idéalement, vous avez un ordinateur qui est dédié à vous, à votre travail, pas un ordinateur partagé avec des enfants qui vont aller détruire vos fichiers de manière intempestive, parce que ça c'est une des surprises du télétravail potentiellement. Et puis, des règles, c'est-à-dire que si votre porte ou si votre rideau est fermé,
Ça veut dire que vous avez besoin de vous concentrer et donc on n'entre pas, sauf s'il y a urgence. Si vous n'avez même pas une table de travail, parce que ça existe, surtout dans les grandes villes, on note dans la recherche des exemples amusants. Par exemple, une jeune maman qui utilisait un parc, vous savez, les structures en bois où on met les jeunes enfants normalement quand on a besoin de faire autre chose, eh bien, elle se mettait, elle, dedans. Et ça signifiait à ces jeunes enfants, je suis dans le parc, je suis en train de travailler, on ne me dérange pas. Donc, on fait comme on peut avec les moyens qu'on a, mais on s'isole physiquement. Ce qui est très important aussi, c'est de construire avec sa famille des règles relationnelles. C'est là que vous voyez apparaître les affichettes. Vous avez tous vu ça sur les médias sociaux. Les petites affiches qui disent en ce moment, papa travaille. Donc, voici la réponse à vos questions les plus courantes. Par exemple, non, pas de chocolat avant de manger, etc. etc. Ou alors, on s'établit des codes couleurs. Si je mets quelque chose de vert sur mon bureau, c'est que oui, on peut me poser une question. Si je mets de l'orange, c'est que non, il vaudrait mieux attendre un peu. Si je mets du rouge, c'est non. Là, je suis en webinaire, donc on ne vient pas me poser une question. On voit d'ailleurs que les enfants eux-mêmes ont leurs propres affichettes. Vous voyez, moi, parfois, je vais poser une question à une de mes filles et puis non, je vois un post-it sur la porte de la chambre qui dit non, je suis en appel avec l'école. Bon, très bien, on repassera. Donc, il faut communiquer pour que chacun puisse respecter les espaces et la concentration de l'autre. Pourquoi est-ce qu'on parle de transition également? C'est parce que de vous donner des rituels, ça envoie des signaux à votre cerveau. Vous avez parlé à plusieurs reprises du télétravail en pyjama. Alors, moi, je dis c'est pas seulement moi, c'est ce que la recherche indique, c'est que il est préférable d'avoir un rituel qui consiste à vous habiller de façon professionnelle, pour envoyer le signal à votre cerveau que vous êtes en situation de travail. Bien entendu, ce n'est pas nécessaire d'être en costume 3 pièces ou ce n'est pas nécessaire d'avoir les petits talons, mais habillez-vous de manière professionnelle ou recréez-vous d'autres rituels pour commencer votre période de travail qui préparent votre cerveau. Vous savez, c'est comme le rituel du coucher pour les petits-enfants. Donc, vous préparez votre cerveau à vous mettre en situation de concentration et ça, c'est très important. Alors, je termine là-dessus pour la gestion des frontières. Personnellement, moi, ce qui m'est arrivé aussi avec le confinement, moi, depuis longtemps, j'ai adopté le travail en mou, comme on dit. Je suis confortable, mais je reste présentable. Je ne suis pas en pyjama avec des oursons et des trucs comme ça. Mais en confinement aussi, les gens, en lien peut-être avec les frontières, c'est que ce soit sur les différents médias sociaux, au lieu d'écrire un message, ils vont appuyer sur la caméra. Et je ne sais pas si c'est arrivé à vous, mais je me suis retrouvée avec des appels qui n'étaient pas planifiés. Donc, c'est une autre façon aussi de se dire, je suis vraiment en travail, on peut me déranger n'importe quand. Et ça peut être n'importe qui ait besoin de me solliciter. Donc, merci beaucoup. J'ai appris encore une fois énormément. Est-ce que, Annie, je sais que Annie Foucault, bonjour. Bonjour. Je sais que vous avez fait des recherches aussi là-dessus. Peut-être voulez-vous rebondir sur les frontières? Oui, merci Catherine et merci aussi Ariane d'avoir mis la table par rapport à l'importance des frontières. En fait, ce que j'ai envie de partager par rapport à mes recherches sur la frontière, c'est que, en fait, un des ingrédients clés pour les gestionnaires, en fait, c'est un conseil pour les gestionnaires, ce que je vous encourage à faire pour que la gestion des frontières se passe bien, puis que vous-même et vos employés se sentent bien, performent au travail malgré le télétravail. En fait, c'est d'avoir cette conversation-là avec vos employés. Donc, de voir avec vos employés actuels, mais aussi vos futures embauches, d'aborder cette question-là de c'est quoi vos préférences pour les frontières? Est-ce que vous êtes plus du type j'intègre le travail puis la vie personnelle, puis j'aime ça, moi, répondre à des courriels en même temps que je fais une autre activité à la maison, ça me convient, il n'y a pas de problème? Ou je suis plus du type segmentateur, puis quand ma journée de travail, elle est terminée. Donc, d'avoir cette conversation-là avec vos employés va vous permettre de vous adapter aux attentes des employés puis à leurs besoins. Puis même que je vous encourage vous-même, en tant que gestionnaire, à partager vos attentes avec vos employés. Est-ce que vous êtes plus du type à préférer une certaine déconnexion après les heures de bureau? Est-ce que vous voulez qu'on évite de vous envoyer des courriels après les heures de travail?
En fait, en abordant cet échange-là avec vos employés actuels et vos employés futurs, ce que ça va faire, c'est que vous allez pouvoir mettre en place une culture de travail qui vous convient à tous les deux, qui va faire que vous allez être bien, que vous allez connaître les attentes et voir si les attentes, finalement, répondent à vos besoins. Donc, vraiment, c'est ce que j'aurais envie de rajouter par rapport à ça. Pour rebondir là, sur une question de Mme Perron-Hamilton, elle nous dit comment vous avez des idées ou suggestions pour garder un lien positif avec l'équipe quand on ne se voit plus, justement, vu qu'on ne parle plus des dossiers, mais peut-être de justement rebondir sur les frontières, dire j'ai vraiment apprécié, j'apprécie justement qu'on respecte mes limites, qu'on respecte mes frontières. C'est quelque chose qui nous affecte tous, donc peut-être que c'est un point commun, un filon commun pour tenter de garder un lien positif. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait, oui, je suis parfaitement d'accord. Puis en fait, je pense qu'il y a aussi un aspect de personnalité là aussi à tenir compte par rapport à comment garder le lien en tenant compte des différents types de personnalités. Là, puis je pense qu'on... Donc, chaque personnalité a ses propres besoins. Parlons-en justement un petit peu pour la suite. Qu'est-ce qu'on entend par personnalité? Puis comment, justement, cette variable-là peut aussi nous aider. Là, il y avait une question là-dessus sur l'équilibre. Donc, les variables de personnalité sont cruciales là, parce que ce qui est bien pour un n'est peut-être pas bien pour l'autre. Exactement, exactement. Puis si on veut rester heureux au travail, en fait, c'est important qu'il y ait un certain équilibre entre, d'un côté, les demandes auxquelles la personne doit répondre, puis les ressources. Donc, vraiment, là, d'ordre général, pour savoir est-ce qu'un employé va être heureux au travail, est-ce qu'un employé va être efficace au travail, c'est vraiment de savoir est-ce qu'il va y avoir un équilibre entre les demandes puis les ressources au travail. Et en fait, présentement, en raison du confinement en plus, bien, on est tous été propulsés dans le télétravail assez rapidement. Puis le télétravail, juste en soi, c'est quelque chose à maîtriser. Il y a plein de nouvelles attentes qui viennent avec le télétravail. Il y a des demandes au niveau de la structure du travail. Il faut apprendre à se réorganiser. Donc, c'est un défi. On a aussi le défi de coordonner le travail avec nos collègues. Donc, ça aussi, il faut apprendre à maîtriser ça. Et avec la pandémie, ce qui arrive aussi, c'est qu'à cela s'ajoute un conflit de rôle. Donc, on a notre on a notre rôle de parent, notre rôle de travailleur, des demandes qui arrivent en même temps, qui sont des fois contradictoires. Donc, ça fait beaucoup à gérer. Donc, probablement qu'on se retrouve avec un petit débalancement et plus de demandes que de ressources. Par ailleurs, si on veut être heureux, il faut ramener l'équilibre entre les demandes et les ressources. Donc, en fait, ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que les ressources qu'on se donne à soi-même ou qu'on donne à nos employés, bien, les ressources, ils vont dépendre un peu de notre personnalité. Donc, c'est important d'attribuer des ressources à quelqu'un en fonction de 3 types de personnalités là, qui, en lien avec le télétravail, valent quand même la peine de s'y attarder, en fait. Donc, il y aurait en fait 3 types de personnalités qui ont un impact important en contexte de télétravail. D'abord, il y a la stabilité émotionnelle. Donc, les gens qui sont stables émotionnellement, les gens qui gèrent bien leur stress, ça serait des gens, en fait, qui ont généralement tendance à se sentir un peu moins dépassés par les responsabilités, les rôles à conjuguer, tout ce qui vient et qui est nouveau par rapport au télétravail. C'est des gens peut-être que quand il y a des défis, ils ont tendance, d'ordre général, à considérer les défis davantage comme étant des challenges plutôt que des menaces. Donc, c'est sûr qu'ils arrivent un petit peu plus outillés quand vient le temps de faire du télétravail. Par ailleurs, ce que je pense qui est très important qu'on garde en tête, c'est que peu importe notre style de personnalité, on peut faire du télétravail. L'important, c'est que nous-mêmes, on s'attribue les ressources et notre gestionnaire aussi nous aide en nous donnant des ressources qui correspondent à notre style de personnalité. Et au final, on va tous pouvoir être heureux, tous pouvoir être efficaces. Ceux qui sont un peu plus stressés au travail, donc ceux qui ont un peu plus de difficulté à gérer le stress, que j'aurais envie de vous recommander pour vous aider dans un contexte de télétravail, c'est d'une part de mieux se connaître. On peut mieux se connaître de différentes façons. Il y a bien entendu, il y a des tests de personnalité qu'on peut utiliser pour apprendre à mieux se connaître par rapport à cette gestion du stress-là. Mais ce qu'on peut faire aussi, en fait, c'est aussi d'apprendre à identifier, bien, c'est quoi mes différentes sources de stress, de faire un travail d'introspection sur c'est quoi nos différentes craintes, c'est quoi nos différentes peurs et d'échanger, en fait, avec ses collègues, sa famille autour de soi sur ces différentes craintes-là, pour pouvoir identifier ensemble bien, sur quoi est-ce que j'ai le contrôle
Et sur quoi est-ce que j'ai un petit peu moins le contrôle, puis qu'il faut que j'apprenne à lâcher prise. Pour lâcher prise, on peut faire du yoga, on peut faire de la méditation, on peut faire du sport. Puis on peut aussi, peut-être dans un contexte de pandémie, c'est peut-être moins encouragé de regarder les nouvelles avant de commencer sa journée de travail si on est du type anxieux. Là, c'est un peu moins conseillé, là. Au niveau des gestionnaires, en fait, si vous avez des employés que vous savez qui sont un peu plus du type anxieux, parce que ça peut être bien avec eux de un peu solliciter leurs préoccupations, beaucoup les écouter pour, au final, être en mesure d'offrir à ces gens-là vraiment les rassurer quand vous pouvez, montrer que vous les comprenez quand le facteur est incontrôlable. Donc, vraiment de montrer que vous êtes présent va pouvoir beaucoup les aider. Deuxième type de personnalité pour lequel ça peut être un peu plus difficile, un peu plus facile, en fait, de vivre le télétravail, pour lequel ça se fait un peu plus naturellement, c'est les gens qui sont un peu plus du type consciencieux. Donc, ces gens-là, en fait, quand ils arrivent en mode télétravail, même s'il n'y a plus la structure naturelle qu'il y aurait dans le bureau, ils vont s'en mettre une structure. Ils vont s'organiser, tout va bien aller. Ils vont s'assurer, en fait, de répondre à leurs engagements. Ils vont aussi peut-être être un petit peu plus du type autodiscipliné. Donc, surtout dans un contexte de confinement, là, si on a un conjoint, une conjointe qui se retrouve qui ne travaille plus temporairement, peut-être que cette personne-là est en train d'écouter la télévision. Puis, si on est un petit peu moins consciencieux, peut-être qu'on serait porté à aller vouloir écouter la télévision avec cette personne-là. Mais quand les gens sont du type consciencieux, ça les aide, ils ont plus d'autodiscipline. Si vous êtes du type un petit peu plus agile, du type qui aime plus improviser, qui aime moins s'organiser, il y a quand même des ressources que vous pouvez vous mettre à votre disposition pour vous aider. D'abord, ça peut être de faire un petit peu plus de suivi avec votre gestionnaire, puis d'établir, c'est quoi qui est prioritaire pour moi aujourd'hui? C'est quoi mes priorités? Là? Puis ça, on va s'entendre. Ça va être ça sur quoi je vais m'engager aujourd'hui. On peut aussi, au niveau des nouvelles, là, peut-être ou des nouvelles ou même des réseaux sociaux, là, se laisser moins de distractions là, sur notre cellulaire ou par d'autres voies. Donc, vraiment de limiter les alertes qui pourraient survenir, qui pourraient nous déconcentrer. Donc, de se laisser un petit peu plus de chance. Au niveau du gestionnaire, il y a aussi quelque chose que vous pouvez faire pour les gens qui sont consciencieux. En fait, vous pouvez faire plus de suivi avec eux. Vous pouvez leur doter aussi des outils de gestion de projet qui peuvent être très utiles auprès de ces gens-là. Et sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de garder en tête que ces gens-là qui sont de nature plus agile, ils ont une très grande force qu'on peut mettre à profit. C'est peut-être pas nos gestionnaires de projet, c'est peut-être pas dans ce domaine-là qu'on devrait les placer nécessairement, mais plus dans des domaines qui demandent d'être agiles, qui demandent de gérer l'imprévu. Donc, ça pourrait être des candidats là, vraiment excellents au niveau de gérer une rencontre qui n'est pas organisée, qui n'a pas un script prévu d'avance. Donc, ces gens-là vont vraiment être agiles à naviguer dans cette nouveauté-là. Donc, pourquoi pas les mettre dans quelque chose qui va être très à l'aise. Dernier type de personnalité, en fait, pour lesquels ça peut être un peu plus facile d'entrer de jeu, de faire du télétravail, c'est ceux qui sont introvertis. Et je rajouterais à ça ceux qui ont moins besoin de reconnaissance. Donc, en fait, pour ces gens-là, ça peut être plus facile de vivre le télétravail parce que ça ne leur dérange pas de faire du travail un peu plus de manière indépendante puis de devoir se concentrer sur la tâche. C'est généralement un contexte dans lequel ils se sentent très à l'aise, très confortables. Alors que si on est plus du type extraverti, là, on a peut-être besoin de plus d'échanges informels autour de la machine à café, là, comme vous aviez mentionné tantôt. Donc, ça peut être vraiment un contexte dans lequel ils se sentent bien quand ils ont ce type d'échange-là. Puis aussi, ceux qui ont besoin de reconnaissance pourraient trouver ça plus difficile, le télétravail, parce qu'ils ont peut-être moins l'opportunité, en fait, quand on est en télétravail, on fait un peu ce qu'on appelle du travail invisible. Donc, on n'a pas toujours l'occasion là, de montrer nos bons coups puis que les autres voient notre travail comme quand on est physiquement dans l'environnement de travail. Donc, si vous êtes du type extraverti, ce que je vous suggérerais, en fait, c'est peut-être de plus prendre le téléphone pour écrire plutôt que d'envoyer un courriel à vos collègues pour peut-être avoir la chance, en fait, de vivre certains échanges informels là, comme vous auriez eu dans l'environnement de travail.
Puis, si vous aimez la reconnaissance, bien, c'est d'encourager vous-même une culture de reconnaissance dans les rencontres avec vos collègues. Donc, de vraiment s'assurer, en fait, que quand on donne de la reconnaissance à d'autres, on a plus de chances de la recevoir. Donc, ça peut finalement, au final, faire qu'on va se sentir bien, même en télétravail. Et dernier point que j'aimerais mentionner, au niveau des gestionnaires, là, bien, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Il y a planifier des rencontres par vidéoconférence que vous pouvez faire un peu plus souvent pour vos gens extravertis. Peut-être encourager aussi ce qu'on appelle des chats internes informels. Donc, en fait, on peut avoir un chat interne comme Slack, par exemple, dans lequel on va juste parler un peu de manière informelle de notre fin de semaine, de quelque chose qui vient de survenir, qui était cocasse, juste pour répéter un peu ce qu'on aurait vécu dans l'environnement de travail. Et aussi, ce qu'on peut faire, c'est d'encourager la reconnaissance. Donc, peut-être même dans des rencontres, des fois, de planifier des moments où on va s'offrir de la reconnaissance entre nous. Et parlant de reconnaissance, s'il y a un message sur lequel j'aimerais vraiment vous laisser, en fait, c'est l'idée que quand on est en contexte de pandémie, on est peut-être plus dans un contexte où on est, je ne sais pas si vous connaissez tous la pyramide de Maslow, mais c'est une pyramide qui dit que quand on est au sommet de la pyramide, puis qu'on a répondu à tous nos besoins de base, de manger, de boire, de sécurité, de se loger, bien là, on est capable de se dépasser. Mais là, présentement, on vit peut-être un contexte dans lequel certains, là, ils ont leurs besoins de base au niveau de s'alimenter, au niveau de la sécurité, surtout pour plusieurs à cause de la pandémie, puis peut-être certains ont des soucis financiers. On n'est peut-être pas en mode dépassement de soi, là. Donc, peut-être d'être un peu plus indulgent présentement avec nos employés pour être quelque chose qu'on garde en tête parce qu'on n'est pas dans un contexte vraiment de performance, là. Et envers soi-même. Indulgent envers soi-même, tout à fait. Exactement. Ça revient aussi à dire le stable émotionnellement dont vous parlez au début. On peut presque partir du principe que, du moins, en tout cas au mois de mars, on ne l'était tous pas. Au mois d'avril, peut-être qu'on allait mieux, ou peut-être que non, parce que finalement, là, ça commençait à être du stress chronique, puis c'était difficile à gérer, à naviguer. Mm-hmm. Enfin, tout ça pour dire que le télétravail en confinement, il faut se garder en tête que la première notion sur notre personnalité stable émotionnellement, c'était peut-être un gros défi que pour les gestionnaires et les employés. Exactement. On a peut-être pu remarquer plus de colère, plus de mèches courtes, plus de courriels un peu trop directs, plus que voilà. Vous voyez un peu où je veux aller avec tout ça. Tout à fait. Merci beaucoup, Annie. Puis, juste pour rebondir un peu sur la reconnaissance, on parle de reconnaissance, des fois, on peut se dire, ouais, ben, tu sais, bon, on n'a pas des enfants, là, on n'a pas besoin de se faire féliciter, on n'a pas besoin des étoiles, mais si, on en a besoin, vraiment. Et puis, il y a une façon aussi de demander, est-ce que c'est correct ce que j'ai fait? Comme je vous l'ai fait au début. Quand on vous demande de nous évaluer, oui, on veut des étoiles, mais on veut aussi des trucs pour pouvoir s'améliorer. Et ça, c'est un besoin d'actualisation qui est présent chez tout être humain. Donc, et ça, qu'on soit introverti, extroverti, il y a une façon d'évaluer pour que ce soit justement pertinent, constructif et encore plus riche dans un contexte où on est loin les uns des autres comme ça. Merci beaucoup, Annie. Merci. Vous avez des super questions quand on parle de reconnaissance. Inquiétez-vous pas, on va essayer d'y répondre à la fin. Si jamais on n'arrive pas à répondre à tout, on pourra sûrement faire des réponses par courriel, ou en tout cas, on va voir justement comment on peut être indulgent envers nos conférencières dans cette période si difficile à gérer au niveau du temps. Mais il y aura une suite au niveau des questions, il y aura une suite peut-être par écrit, si vous voulez, des articles et tout ça, on en a sous la main à vous communiquer. Donc, je vais passer la parole à Mme Ollier-Malater. Non, je ne vais pas passer la parole à Mme Ollier-Malater, puisqu'on avait une dernière partie qui était sur la gestion de l'image. Par contre... Je suis là, Catherine. Ah, super, parce que pardon, je ne voyais pas votre nom et votre petit carré. Super, je vous laisse la parole pendant que ça fonctionne. Alors, la fameuse gestion de l'image.
Oui, il se trouve que je viens d'avoir une coupure d'électricité. Il y a beaucoup de vent dans le quartier où je suis et ça a coupé le Wi-Fi. Mais bon, c'est revenu à la normale. Espérons que ça dure. Ce sont les aléas aussi du télétravail. Donc, on a parlé de gestion des frontières, de personnalité, de confiance. Une chose dont il faut être très conscient quand on travaille chez soi, et c'est encore plus vrai en période de confinement, c'est qu'on donne à voir aux autres une fenêtre sur sa maison, sur son environnement intérieur et au-delà sur qui on est, en fait, sur les opinions, par exemple, politiques, religieuses qu'on peut avoir en fonction de ce qu'on montre derrière soi. Et on donne beaucoup plus à voir que ce qu'on ferait dans une conversation normale, dans un environnement normal, au bureau. Alors, il faut essayer d'être un petit peu stratégique par rapport à ça, parce que même si on est chez soi, il y a des normes sociales au travail qu'il faut continuer à essayer de respecter. Typiquement, au travail, on a tendance à éviter des propos trop politiques. Pourquoi ? Parce que c'est clivant. Parce que si je dis que, par exemple, je suis une adepte du président actuel des États-Unis, il y a de fortes chances qu'il y en ait beaucoup dans la salle qui ne soient pas d'accord avec moi et qu'ils aient peut-être un petit peu moins envie de travailler avec moi par la suite. Enfin, vous voyez, ça peut créer des frictions. Et puis, dans chaque pays, dans chaque région, il y a des sujets clivants qu'on essaye d'éviter parce qu'on est là pour travailler ensemble, pour collaborer au travail. Donc, quand vous acceptez une conférence Zoom et que vous mettez votre caméra ou un Skype ou autre chose chez vous, il faut essayer d'anticiper ce qui peut arriver et d'atteindre un équilibre entre rester professionnel et quand même apparaître comme ce que vous êtes, c'est-à-dire une personne humaine avec son unicité, avec sa vulnérabilité aussi, et ce qui fait de vous quelqu'un de chaleureux, approchable, à qui on peut parler. C'est pas toujours évident de trouver cet équilibre. Vous vous souvenez peut-être de cet entretien qui avait fait les manchettes d'un expert qui était interviewé par la BBC sur une crise en Chine, je ne me souviens plus exactement laquelle, et puis son petit enfant était venu derrière lui et sa femme était apparue paniquée pour essayer de rattraper le petit enfant par la manche. C'est un peu ce qui nous arrive à tous en ce moment. Donc, il faut trouver le juste équilibre. On n'avait pas besoin d'être très formel tout le temps. Je pense que tout le monde peut comprendre en ce moment s'il y a un enfant qui arrive derrière vous ou un chien qui passe derrière l'écran, ce n'est pas un drame. Voilà. Maintenant, si ça arrive tout le temps et que pendant toutes vos conférences téléphoniques, vous avez un petit enfant qui saute sur vos genoux, qui distrait tout le monde, qui vous distrait vous, ça va poser problème à la longue. Les collègues vont comprendre un petit peu, mais à la longue, ça va créer des difficultés. Donc, il faut réfléchir, sans trop vous mettre en scène, mais il faut réfléchir au message que vous voulez passer, rester professionnel tout en arrivant à communiquer un peu de chaleur. Donc, par exemple, si vous êtes avec des collègues que vous connaissez bien, vous pouvez être dans votre décoration intérieure avec des dessins d'enfants derrière ou ce que vous voulez ou vos peintures préférées. Si vous êtes dans une grosse téléconférence avec beaucoup de personnes que vous ne connaissez pas, c'est peut-être mieux d'avoir un fond neutre. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on a appliqué les uns et les autres aujourd'hui. Donc, finalement, c'est comme sur les médias sociaux, parce que sur les médias sociaux, Facebook ou autres, il arrive de plus en plus fréquemment qu'on soit connecté avec ses collègues, parfois même avec son superviseur. Une fois qu'on est connecté avec ce collègue sur les médias sociaux, les recherches montrent qu'il faut être un petit peu stratégique, c'est-à-dire que soit vous ne communiquez que des informations que vous auriez communiquées dans un environnement professionnel, donc des choses neutres, correctes, appropriées. Ça peut être des choses personnelles, ça peut être une belle photo de famille, mais vous voyez, des choses appropriées. Soit vous avez plusieurs listes et puis vous séparez les choses que vous voulez communiquer à vos amis et puis les choses que vous réservez à vos connexions professionnelles. Donc c'est important de gérer l'image. C'est encore plus important, je vois qu'il y a beaucoup de femmes là dans les participants à ce webinaire, c'est encore plus important pour les femmes
et pour les parents. D'ailleurs, si je veux étendre ça aux papas qui nous écoutent. Pourquoi ? Parce que même au XXIe siècle, même au Québec, qui est quand même une société assez avancée en termes d'égalité professionnelle homme-femme, il persiste des biais dont souffrent les femmes sur une plus grande implication des femmes dans la sphère familiale qui conduirait à une moins grande productivité, une moins grande disponibilité pour une carrière exigeante, etc., etc. Donc, quelle que soit votre situation et quoi que pensent vos collègues et votre superviseur de ça, ce sont des stéréotypes qui circulent. Et ce qui se passe quand vous prenez vos appels, par exemple avec beaucoup de photos d'enfants ou beaucoup de dessins d'enfants derrière vous, c'est que vous acceptez d'envoyer le message que pour vous, la famille et les enfants, c'est important. C'est votre choix, c'est très correct, c'est parfait, mais ayez conscience que si dans votre milieu professionnel, il peut persister ces biais, ayez conscience que d'envoyer ce message, ça va faire qu'on va vous assimiler à quelqu'un qui place sa famille au-dessus des priorités du travail et que ça va vous pénaliser. Il y a des pénalités de carrière qui sont réelles pour les télétravailleurs, donc il faut vraiment envoyer des messages de professionnalisme, d'implication au travail, qui ne va pas faire de vous un robot qui n'aurait rien d'autre dans sa vie, mais il faut quand même bien équilibrer les messages qu'on envoie. J'ai vu passer des données en France de l'INED qui disent que 39% des femmes n'ont pas d'espace de télétravail à elles, c'est-à-dire qu'elles sont, il y a quelqu'un dans l'audience qui a posé une question comme ça, qu'elles sont sur une table dans la pièce commune ou dans la cuisine, et c'est seulement 24% des hommes. Donc sur cet aspect-là, je pense que c'est important que dans les familles, dans les couples, il y ait une discussion. Que chacun réalise que les messages qu'on envoie ont de l'importance sur la suite de la carrière professionnelle. Et peut-être qu'on peut équilibrer les jours où c'est monsieur qui prend l'espace plus professionnel, plus fermé, les jours où c'est madame, ou au moins avoir cette discussion-là. Voyez, je vois aussi des questions de gens qui disent « mais comment je fais? J'ai des enfants de 5 ou 6 ans, ils sont très demandants, je ne peux pas me concentrer, je ne peux pas leur demander de se concentrer pendant 2 heures le temps que je boucle un dossier. » Oui, ben là aussi, il y a des conversations à avoir sur comment on répartit l'école à la maison, comment est-ce qu'on répartit le fait de faire sortir les enfants pour qu'ils prennent l'air, pour qu'ils jouent, est-ce que monsieur prend le matin, madame prend l'après-midi, est-ce que c'est le contraire, est-ce que c'est un jour sur 2, comment on fait ça? Parce que malheureusement, avec les stéréotypes de genre qui restent dans nos sociétés, même au Québec, même en France, c'est plus souvent madame qui va être en charge des enfants, des repas, etc. et qui va se sacrifier parce que les femmes sont socialisées en gros à prendre sur elles et à se sacrifier. Ce sont des conversations qui sont importantes à avoir, je pense. Tout à fait. Tout à fait. Tant de choses à dire. Ça me fait penser, par exemple, sur les médias sociaux ou comment on vit notre vie numérique. Là. Moi, je n'inviterais pas tout le monde chez moi. Donc, c'est un peu ça aussi. Peut-être réfléchir à qui vous inviteriez chez vous. Et si c'est une personne que vous n'inviteriez pas chez vous, ben peut-être que ça vaut la peine. Vous êtes 150. J'aime les gens, mais quand même, je vous montre un beau mur neutre. Même chose pour les médias sociaux. Est-ce qu'on dit pour savoir qu'est-ce qu'on peut mettre sur les médias sociaux, des fois, la question se pose de dire est-ce que je le dirais à voix haute? Est-ce que je le dirais en face de la personne? Donc, est-ce que j'ai le droit d'écrire ceci? Est-ce que je peux prendre le droit d'écrire ceci? Donc, c'est des choses que, quand vous parliez, ça m'a fait penser à tout ça. Il y a aussi peut-être pour le télétravail avec les femmes, c'est de penser aussi justement, ou les hommes aussi, aux conséquences à long terme. Donc, quand justement il y a des Zooms de prévus, c'est peut-être important de ne pas les prendre dans la cuisine. C'est peut-être important, si vous ne voulez pas partager le bureau, avoir des règles fixes, mais au moins faites vos Zooms professionnels, plus, dans un endroit neutre, dans un endroit qui n'est pas la cuisine. En fait. On essaye de faire au mieux, on apprend au fur et à mesure, hein, tout un chacun. Essayez peut-être aussi de partager avec vos collègues, d'ouvrir le débat sur les enfants. Comment vous faites? Partagez vos bons coups. On disait comment on fait pour garder le lien. Bien, on garde le lien sur les points communs. Donc, si vous êtes une équipe qui a tous des petits-enfants, bien, essayez de partager peut-être vos bons coups. Ou, comme vous avez dit tout à l'heure avec
les signaux rouge, vert et tout ça, et que même vos adolescentes les utilisaient. Moi, je trouve ça génial et peut-être même que c'est à garder pour plus tard parce que les frontières et l'intimité, ça se recoupe un petit peu aussi. Donc, merci beaucoup. Ça conclut un petit peu les segments dont on voulait discuter avec vous. On arrive, donc il est 13 heures, on est dans les temps. Annie, est-ce que tu voulais conclure un petit peu? Est-ce que vous voulez conclure tout ensemble, ajouter des points? Ou est-ce qu'on passe directement aux questions? Je pense qu'Annie, tu voulais faire peut-être une petite conclusion, puis ensuite on pourra passer aux questions. Bien, en fait, il y a justement une question qui était étroitement reliée à ma conclusion. En fait, on se demandait, est-ce qu'il y en a qui vont trop aimer le télétravail? Est-ce qu'il y en a qui vont y goûter? Puis après, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Bien, en fait, je pense que c'est sûr qu'avant la pandémie, il y avait beaucoup de gens qui avaient besoin d'être convaincus de l'efficacité du télétravail. Ça va-tu fonctionner pour moi? Puis là, c'est comme si de manière internationale, on a été propulsé dans le télétravail, dans une expérience finalement. On a tous été dans cette expérience-là qui avait une expérience avec certains défauts. On s'entend que le télétravail, ça n'arrive pas de manière aussi précipitée. Normalement, c'est un petit peu plus préparé, c'est corrigé, c'est réajusté. Mais là, non, on est arrivé très rapidement. Mais même si c'était une expérience qui avait ses défauts, on a pu comprendre qu'est-ce qu'on aime moins, qu'est-ce qui fonctionne pour moi. Et c'est sûr, le télétravail est probablement là pour rester beaucoup plus qu'avant. Il y avait une chercheure de la TELUC là, qui rapportait que après la pandémie, là, avant, on était à 10 % de gens qui télétravaillaient, puis on peut s'attendre à être plus autour de 25 % après la pandémie, ce qui est quand même une nette augmentation, probablement à cause de la réduction des coûts, de l'amélioration de la conciliation travail-famille, de la réduction même des gaz à effet de serre. Donc, beaucoup de raisons pourquoi on devrait peut-être avoir une plus grande tendance vers le télétravail. Ce que j'aurais envie de recommander, en fait, c'est d'abord de mettre en place, on a vu toute l'importance du fit, on a vu l'importance du fit des préférences pour la segmentation, l'intégration, l'importance du fit des ressources avec la personnalité. On a vu aussi l'importance de préserver ses énergies, donc de garder tout ça en tête pour la suite. Et Ariane l'a mentionné, en fait, il y a à peu près un idéal de 2 jours là, de télétravail par semaine, pas nécessairement à mettre plus que ça, parce qu'après ça, on frôle la frontière d'affecter les relations, là, finalement. Donc, peut-être de garder tout ça en tête, d'en parler ouvertement avec les employés, des avantages puis des risques quand il manque de fit ou quand on en fait trop. Donc, c'est ce que j'aurais envie de dire là, pour la suite. Moi, je vous rappellerai aussi, juste pour rebondir sur ce que tu dis, que la majorité des propos qui sont traités aujourd'hui sont issus de la recherche qui est faite sur le télétravail, sur les travailleurs, sur les employés, sur les gestionnaires. Évidemment, à travers tout ça, on partage un petit peu des exemples, des métaphores, mais le but est vraiment de partager qu'est-ce qui semble fonctionner, qu'est-ce qui a été étudié, qu'est-ce qui ressort de toute cette recherche qui est faite. Effectivement. Donc, merci beaucoup. On va passer à une question pour Mme Tremblay. Il faut juste que je la retrouve. Elle est... En fait, Catherine, c'est exactement la question qu'Annie a répondu. J'avais peut-être un petit élément à ajouter. Donc, on avait identifié la même question. En fait, je crois qu'une des choses que Annie, vous avez mentionné, c'est le fait, effectivement, il va y avoir des discussions à avoir avec les ressources humaines. Je crois que le département des ressources humaines va être très occupé à revoir et à bien détailler les politiques. Ce qui s'est passé en allant tous ensemble en pandémie, c'est qu'il y a des postes pour lesquels on ne pensait pas que c'était possible de faire du télétravail qui viennent de démontrer le contraire. Donc, on a maintenant créé des attentes pour certains postes, pour certaines personnes dans l'organisation. Ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'on peut y répondre. Le télétravail, c'est vraiment un outil de mobilisation, un outil de rétention et d'attraction des talents. On demeure dans une pénurie de main-d'œuvre, donc ça peut être un outil qui est intéressant à utiliser. On a vu aussi qu'il y a des bénéfices, par exemple, d'avoir moins de déplacements, on a moins de stress. Donc, effectivement, de garder cette balance-là va probablement être vraiment efficace. Je crois que ça va être intéressant donc d'y réfléchir. Je crois que les organisations n'auront pas le choix de se poser la question et de développer en partenariat avec les employés des politiques qui font du sens, tant au niveau des considérations opérationnelles que des besoins des employés.
Et en termes aussi de protection, là, je lisais aussi sur le télétravail, c'est bien. Par exemple, mon modèle d'affaires, moi j'ai opté pour des consultants, mais ils se retrouvent peut-être en précarité d'emploi. Donc, il va y avoir aussi des reconsidérations, je crois, donc des avantages et des inconvénients, mais des nouvelles règles aussi pour protéger les emplois des gens aussi en ce sens-là. Oui, Madame Ollier-Malater. Je vois beaucoup de questions en fait sur faut-il réglementer le télétravail, qui doit assurer les coûts liés à l'équipement à la maison, voilà, des questions autour des employeurs, des gestionnaires, de la réglementation. Je pense que le télétravail va se développer au Québec, en France et puis dans tous les pays où on a pu expérimenter, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, pendant des décennies, pour certains postes, on a dit ah non, vous ne pourrez pas aller travailler, et puis on s'est rendu compte que c'est tout à fait possible. Donc ça a ouvert des portes. Maintenant, je pense que ça serait très bénéfique de réglementer et de travailler avec les associations professionnelles, avec les syndicats, parce qu'il y a un ensemble d'enjeux qu'il faut poser sur la table. Un des enjeux, c'est de former les gestionnaires. Je l'ai dit en introduction, normalement, le télétravail, ça se prépare. On n'a pas pu le faire pour cette pandémie. Mais normalement, il y a des programmes de formation et de soutien qu'on peut offrir aux gestionnaires. Les gestionnaires, eux aussi, sont en situation de télétravail avec leurs conjoints, avec leurs enfants à la maison. Eux aussi, c'est difficile pour eux et il y a de la souffrance psychologique, etc. Donc, il faut les former à des choses qui sont les basiques du management, mais qui ne sont pas simples à faire correctement. Par exemple, fixer des objectifs clairs. Ça a l'air facile à dire, ça ne l'est pas toujours. Donner des consignes précises sur comment faire un travail. Se discipliner, prendre sur soi pour effectivement évaluer le travail fourni. C'est-à-dire qu'il faut évaluer au résultat. Il faut sortir de cette habitude qu'on a de dire « Ah, j'ai vu Annie au travail ce matin à 7h45 et puis elle est restée tard. » Voilà, donc quelqu'un d'impliqué. Isabelle, par contre, je ne sais pas, elle tarde un peu plus tard, etc. Vous voyez l'idée. Non, si vous êtes gestionnaire, si vous êtes en responsabilité à ce poste, c'est que vous êtes capable de faire mieux. Vous êtes capable de donner un travail précis avec des consignes précises et de l'évaluer en fonction des résultats obtenus. Et puis en fonction des circonstances de la personne. Comme on a dit en ce moment, il faut faire preuve de compassion et de bienveillance. On n'est pas tous à 100% et on n'est pas en situation de dépassement. Donc la première chose, c'est de former les gestionnaires, et ça se fait en conjonction avec les syndicats, avec les associations professionnelles. C'est de former les télétravailleurs, parce que gérer les frontières, ça ne s'improvise pas. Là aussi, il y a des programmes de formation qu'on peut mettre en place. Et puis, une réglementation est intéressante dans la mesure où on peut décider de qui prend en charge les coûts. Moi, je trouverais ça normal que les employeurs prennent en charge une partie des coûts. Il faut des bonnes chaises ergonomiques, il faut des bureaux, il faut des ordinateurs, il faut des casques, etc. etc. Et un point très, très important, c'est la question de l'intrusion dans la vie privée du salarié. Parce que je suis encore une fois complètement atterrée quand je vois les logiciels de télésurveillance et les webcams en direct. C'est à mon avis une atteinte à des droits fondamentaux de l'employé et c'est quelque chose qu'il faut réglementer parce que le télétravail, ça fonctionne sur un mode d'autonomie, de délégation et de confiance, pas de surveillance, même si la technologie le permet. Ce que moi j'en retiens dans tout ce que vous dites, par contre, c'est que tout ça, ça s'apprend. Le télétravail, ça s'apprend. Faire confiance, ça s'apprend. Se faire confiance, ça s'apprend. Et pour apprendre, ça prend quelques efforts, du temps et une disponibilité émotionnelle. Donc, peut-être que quand on sera plus tous et toutes disponibles émotionnellement, ça sera le temps d'apprendre comme il faut les bases et qu'à ce moment-là, on pourra refaire un petit tour de table sur qu'est-ce que c'est les bonnes pratiques, comment on apprend à faire confiance, comment on apprend à donner de l'autonomie et comment on apprend à se faire confiance aussi parce qu'en télétravail, on peut se sentir parachuté et un petit peu sans filet de sécurité à perdre la notion entre le jour et la nuit. Je ne sais pas si vous avez pu regarder les questions, mesdames. Je ne sais pas s'il y en a, parce qu'on ne peut pas prendre les questions, je suis désolée, je ne l'ai peut-être pas dit, on ne peut pas prendre les questions
une après l'autre. On avait juste un petit peu de temps, donc on a pensé en regrouper, on a pensé essayer de les lire au fur et à mesure pour essayer de répondre à plus de choses possibles. On nous demande, pensez-vous qu'il va y avoir encore plus d'entreprises sans bureau, donc ça va se défaire? On rappelle aussi que c'est super important de se souvenir que c'est des humains, donc il y a une psychologie derrière et que ça s'apprend et que c'est à la charge, entre autres, du gestionnaire, mais qu'il ne faut pas oublier que le gestionnaire est aussi un humain quand on est un employé. Donc, il faut avoir des attentes réalistes aussi par rapport à son gestionnaire. Je parle pour moi en tant que présidente de petite PME. Donc, je vous laisse aller, mesdames, s'il y en a une, dites-moi là sur des points que vous voulez revenir. Il nous reste quelques minutes. Sinon, je vous en pose une au hasard. Ah, j'en ai une. Peut-être qu'on peut revenir sur le fait, parce que je trouve que c'est une relation. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Employé-gestionnaire, c'est une relation. Comment on fait quand on ne s'entend pas? C'est beau de dire qu'il faut mettre des limites, c'est beau de dire qu'il faut s'entendre, c'est beau de dire qu'il faut communiquer, mais ça aussi, c'est facile à dire et c'est pas si facile à faire. J'imagine que dans un monde idéal, éventuellement, il va y avoir des règles et des droits et tout ça qui vont un petit peu baliser cette nouvelle réalité là, de télétravailleurs un petit peu plus présents sur le marché. Mais avant que tout ça arrive, avant qu'il y ait des balises claires, émotionnellement, sans se surcharger, comment on peut réussir à trouver des terrains d'entente? Est-ce que je suis claire? Oui, en fait, puis je pense qu'il y avait une question spécifique en lien avec, c'est ça, quand les frontières, on ne s'entend pas au niveau des frontières, là, quand on n'a pas les mêmes préférences, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, je pense que ça va déjà beaucoup aider si on arrête les non-dits. Des fois, on est dans une culture qui valorise un ou l'autre, la segmentation ou l'intégration, puis on ne le nomme pas, on ne le sait pas. C'est quoi la culture de l'organisation? J'ai l'impression que tout le monde travaille le soir, mais c'est-tu vrai? Qu'est-ce qu'il y en est? Donc, si on peut l'adresser d'entrée de jeu, si le gestionnaire peut l'aborder d'entrée de jeu, puis voir est-ce que ça concorde avec le nouvel employé, puis voir aussi, bien, si ça ne concorde pas, qu'est-ce que je peux mettre en place pour protéger cette personne-là? Je peux lui dire, moi, je vais t'envoyer un courriel à 3 heures du matin parce que moi, je ne dors pas, mais j'ai aucune attente que tu répondes à ce courriel-là. Donc, d'éviter les non-dits, je pense que ça va vraiment aider quand il y a un manque de fit de personnalité, là. Ouais, puis je pense qu'on n'est jamais trop clair, donc ça vaut peut-être la peine de demander 2 fois plutôt qu'une. Puis pour une autre tranche de vie de ma personne, moi, j'ai beaucoup évolué dans ce que j'aime puis ce que j'aime pas du télétravail. Donc, pour ceux qui viennent de commencer à en faire, prenez note de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas. Regardez comment ça va changer post-pandémie, post-confinement. Mais je pense qu'il faut rester flexible aussi sur cette discussion-là, puis pas partir avec des a priori de dire, bon, ben là, il y a 2 mois, tu m'avais dit ça. Ouais, mais là, ma situation, elle a changé. Donc, être aussi prêt à rediscuter de ces frontières-là. Moi, je sais que j'ai beaucoup évolué et j'ai vieilli aussi. Donc, ce que je jonglais avant, maintenant, je ne peux plus trop jongler non plus. Vous vouliez intervenir, Mme Malata? Olivier Malata, pardon. Oui, pour compléter l'excellente réponse d'Annie sur la relation avec le gestionnaire, c'est comme dans toute relation humaine. La première étape, c'est d'essayer de communiquer, de clarifier les attentes et d'arranger les choses. Et puis, si ça ne fonctionne pas, la seconde étape, c'est de se protéger. C'est-à-dire que malheureusement, si vous êtes avec un gestionnaire toxique, si vous êtes avec quelqu'un qui vous envoie des demandes, qui vous appelle en vidéo, qui vous envoie des messages, qui vous envoie des courriels 24/7, eh bien, il faut poser vos limites. Parce que sinon, vous allez à l'épuisement, vous allez à la souffrance psychologique. Et puis, sur la question, est-ce qu'on s'en va vers des entreprises sans bureau? Dans certains secteurs, oui, mais c'était déjà le cas avant le Covid-19, c'est-à-dire que dans des petites entreprises de la technologie ou du secteur des conseils, on a déjà des entreprises qui sont complètement délocalisées avec des gens sur plusieurs continents qui travaillent dans des endroits agréables parce que c'est souvent des jeunes et puis ils préfèrent aller travailler dans des endroits où il fait chaud, etc. Donc, on a déjà ce type de structure-là. Et puis, on a Google et d'autres qui ont annoncé qu'ils vont autoriser le télétravail à temps plein sur de très longues périodes. Maintenant, pour la majorité des bureaux, je pense qu'on va conserver des bureaux, peut-être un peu moins, peut-être des bureaux partagés.
Et ce qui va se développer aussi, ce sont les bureaux satellites, c'est-à-dire plus près du domicile des gens, et du coworking, donc des espaces où on peut aller en tant que télétravailleur pour retrouver du lien social. Tout à fait. C'est super. Je vous remercie toutes les trois. Je pense que le temps nous oblige d'arrêter la discussion. Il y aurait tant à dire, encore et encore. Je crois que les gens ont beaucoup apprécié de ce que j'ai lu des commentaires. Je pense qu'on a répondu à un certain besoin. Merci, Mme Oli Malater. Merci, Annie Foucault. Merci, Isabelle Tremblay, aussi d'être restée. Je vais conclure là-dessus en disant aux gens que dans les jours qui suivent, vous allez recevoir un courriel avec toute l'information concernant l'enregistrement de la conférence et l'évaluation de cette activité. Et vous rappeler que ce webinaire-là était le numéro 2 d'une série de 3. Donc, vous recevrez également l'information pour notre dernier webinaire sur la série TIC et COVID, qui aura lieu le 16 juin à midi toujours, et qui portera sur la télésanté au Québec. Donc, le titre et les 2 visages de la télésanté, comprendre et évaluer l'expérience des soignants et des patients, comprendre en fait les 2 visages de la télésanté, soit les soignants et les patients. Ce 3e et dernier webinaire sera avec Marie-Josée Paquet et Marie-Claude Bré du Centre de coordination de la télésanté du CHUM. Elles nous parleront justement de ce que la pandémie a créé au niveau de la télésanté et à quelle vitesse elles ont dû s'adapter à tout ceci. Ça recoupe un peu le sujet du télétravail, mais dans un autre domaine et en lien avec la téléconsultation, mais pas que, parce que la télésanté, c'est plein de choses. Donc voilà, joignez-vous à nous. Si vous n'êtes pas inscrit à notre liste de diffusion, nous vous invitons à vous abonner à l'infolette de TIC et Santé, qui apparaîtra en bas de la page ou sur nos réseaux sociaux et compagnie, et à nous suivre le 16 juin pour la suite et fin de cette série TIC et COVID-19. Merci beaucoup pour votre attention. Bon courage à tous. Communiquez, communiquez, communiquez. À bientôt.